Bienvenue à la deuxième édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain depuis Lausanne en Suisse. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et c'est un honneur pour Zion Kick-Up Startup de vous accueillir. Souvenez-vous, lors de la première édition, nous sommes allés à la rencontre de brillantes réalisations d'entrepreneurs basés sur le continent et hors du continent. Pour cette deuxième édition, zoomons sur le secteur de l'alimentation et ses opportunités pour le continent africain autour du thème « Un système d'alimentation durable en Afrique ». Avec ses sols riches, sa jeunesse dynamique et en constante croissance, assurément, l'Afrique est bien partie. Retrouvons-nous du lundi au jeudi dès 12h30 en ligne pour discuter formation, production, agrotransformation, distribution et santé. Dès 18h30 en soirée, ne manquez pas les sessions de débrief quotidiennes et les séances de business speed dating. Vendredi 18 novembre, ici même à l'hôtel Alpha Palmier de Lausanne en Suisse, réseautage, table ronde, dénouement de la compétition de pitch et bien d'autres vous attendent. Pour ne rien manquer, inscrivez-vous sur notre site www.salonafriquezks.com. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook et Instagram. En vous souhaitant une excellente semaine en notre compagnie, bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Au programme cette semaine, lundi, agriculture, mardi, distribution, mercredi, formation, jeudi, nutrition, vendredi, exposition, réseautage, allocution, compétition de pitch, etc. Jeudi, nutrition. Le CECAR est une organisation qui a été créée en 1988 par un groupe de missionnaires. Cette structure a pour vision de rétablir l'être humain et la création dans toute son intégrité. En d'autres termes, c'est de promouvoir une dimension plus globale, plus holistique de l'évangile prêché par Jésus-Christ. Le CECAR compte aujourd'hui 18 églises et organisations. Ces organisations proviennent de 12 pays. Le CECAR travaille sur deux axes essentiels, à savoir le développement holistique et la promotion de l'agroécologie. Ces deux axes se déclinent en plusieurs thématiques, dont le climat et l'environnement, les droits humains, le partage des savoirs et la capitalisation, la gestion des projets, et la promotion du développement holistique qui voudrait que l'être humain soit traité dans toutes ses dimensions. Avec une trentaine d'années d'expérience, le CECAR a su cumuler une certaine expertise que nous mettons volontiers à la disposition de plusieurs partenaires. Ces domaines d'expertise vont du développement holistique à l'agroécologie et aux accompagnements de projets. Pour les accompagner, pour donner des formations, pour faire des sensibilisations et même des partages de savoir. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Edit. For Thai, the kind of Africa where we want them, I think we are capable. Out. Thank you. Vous aussi, participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à salon@zionkickup.com. N'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tout le monde, merci. Et aujourd'hui, on est là pour échanger sur le thème alimentation durable, alimentation saine, pardon.
amélioration de la santé par une alimentation saine en Afrique. L'objectif principal de cette table ronde est de promouvoir la santé en Afrique par une alimentation de qualité et de manière spécifique. Il est question, entre autres, de discuter de ce qui est fait dans nos pays africains au niveau politique, dans les habitudes de consommation des populations. On va aussi discuter des défis et des enjeux qu'on a dans nos pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On est aussi là aussi pour sensibiliser, pour susciter des réflexions parmi nos responsables, les chefs d'entreprise au sein de la population. Donc, quand je parle de population, ce sont les étudiants, ce sont les commerçants, ce sont les familles. Et enfin, de manière, simple, de manière objective, on va être en train de proposer des solutions concrètes adaptées à notre contexte. Donc, pour cette table ronde, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir M. Haïté Ajavon, qui est fondateur et directeur général de l'entreprise Oenusal, basée au Togo. Cette entreprise produit et distribue le produit AfriCube. Il aura le temps de nous en parler un peu plus tout à l'heure. Monsieur Ajavon est un entrepreneur militant engagé dans l'affranchissement économique de l'Afrique. Son objectif est de participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire du continent via notamment la transformation agroalimentaire et la valorisation des denrées alimentaires africaines. On est à côté aussi monsieur Albert Zé, qui est économiste. Monsieur Zé s'intéresse à la recherche, notamment dans le domaine de l'économie de la santé, du développement durable, de l'accès à la terre, de l'économie agricole, de la gestion des risques, de la résilience des systèmes complexes et de la politique de santé. Bienvenue, monsieur Albert Zé, parmi nous. On a aussi monsieur André Bayala, plus connu sous le nom de Chef André. Chef André est artisan chocolatier. Il nous vient du Burkina Faso. Et sa spécialité est la transformation du cacao en chocolat. Mais à côté de ça, le chef André est aussi boulanger et il a développé des recettes à base d'aliments issus de nos champs en Afrique. Et pour terminer, on a Madame Christa Haré. Madame Christa Haré qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Elle est nutritionniste clinicienne de la santé publique avec une longue expérience de plus de 20 ans dans les ONG, dans l'éducation, dans la prise en charge de la malnutrition. Madame Haré travaille aussi comme enseignante à l'université et elle est consultante pour la prise en charge nutritionnelle des maladies chroniques. Donc, merci à chacun d'entre vous de nous rejoindre ce jour pour cette table ronde. Alors, pour un premier tour de table, je vais laisser la parole à chacun de nous pour nous dire un mot. Je vais commencer par M. Ajavon, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur cette thématique cruciale pour l'avenir de notre beau continent. Donc, comme vous l'avez dit, moi je suis un entrepreneur dans l'agroalimentaire. Et je pense que vraiment on est au cœur du sujet là avec la transformation de ce que nous avons dans notre sous-sol pour notre autosuffisance alimentaire. Je pense qu'on a tout chez nous en termes de goût, en termes nutritifs. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui vraiment de transformer nos matières brutes. Là, je parle vraiment d'abord de l'alimentation, c'est mon domaine, afin de nous alimenter. Je pense qu'un pays ne peut pas se développer s'il ne consomme pas ce qu'il produit. Donc, voilà ce que je peux dire en introduction, en tout cas. Super, merci beaucoup, Ajavon. Je vais passer la parole à chef André, M. André Bayala.
Votre micro est coupé, chef André. Voilà. Allez, bonsoir tout le monde. Je suis chocolatier. Et au-delà de ça, il faut dire que je fais la boulangerie, la pâtisserie. Et ici, mon interpellation surtout, c'est de transformer désormais tout ce que nous avons en Afrique, c'est-à-dire que nos matières premières. C'est vrai qu'il y a eu le problème du blé qui s'est posé et tout de suite, c'était un peu la panique dans les pays d'Afrique. Et en même temps, j'ai profité de cette occasion pour interpeller les uns et les autres qu'on avait mieux que le blé. On avait nos céréales locales, on a le maïs, on a le mil, on a le petit mil, le sorgho, on a les arachides, le sésame et autres, qui sont pratiquement pas transformés comme il se devait. Et là, dans mon métier, j'interpelle mes collègues surtout à développer des recettes à partir de ces céréales pour les transformer au bénéfice justement des Africains. Donc voilà un peu le boulot que je fais au niveau du Burkina Faso. Et il faut dire que je suis entrepreneur également dans la transformation du chocolat dit le bean to bar, c'est-à-dire que la fabrication depuis la fève jusqu'au produit fini. Donc voilà un peu brièvement présenter ce que je fais au niveau du Burkina Faso. Super, merci chef. Merci chef André. Merci. Alors je vais passer la parole au docteur Albazé pour son mot d'introduction. Alors, une fois de plus, bonsoir à tous. Je dirais tout simplement que c'est un honneur pour moi d'être là, de participer à cette table ronde et ainsi qu'à ce salon international. Malgré mes multiples agendas, j'ai tenu vraiment à être là, il fallait que je sois là. Moi, je suis chercheur, j'aime toujours le présenter ainsi, je suis chercheur avant d'être enseignant parce que j'estime qu'il faudrait déjà d'abord avoir une bonne expérience pour pouvoir enseigner. Donc, contrairement à ce que on dit généralement chez nous, enseignant-chercheur, moi je préfère dire que je suis chercheur et enseignant. Et donc, je suis à l'université de Douala et puis également je fais de la recherche depuis des années. Et je suis fondateur d'un institut de recherche qui a 12 ans déjà aujourd'hui, ici au niveau du Cameroun. La particularité de tout ça, c'est que je fais des travaux dans le domaine de l'économie de la santé, qui est un domaine qui n'est pas très connu jusqu'à présent, non seulement en Afrique ici, mais également aussi dans presque tout le monde entier. On essaye d'apporter notre part, notre contribution dans les réflexions sur la santé. Et je suis beaucoup plus ravi aujourd'hui d'être là parce que il y a de cela 10 ans aujourd'hui, j'avais écrit un article sur les questions de nutrition en Afrique, sur les questions de l'impact de la nutrition sur l'évolution des maladies de métabolisme de surcharge, c'est-à-dire que obésité, hypertension et autres. J'ai eu l'occasion de présenter ça ailleurs, dans des conférences ailleurs. Mais aujourd'hui, ça tombe bien parce que nous allons directement parler à l'Afrique et c'est important de le faire parce que justement, ce travail a été conçu, a été fait pour enseigner les Africains, pour éduquer les Africains sur notre nutrition, sur notre façon de vivre au quotidien. Donc, je vous remercie et j'espère que nous aurons des échanges suffisamment instructifs. Ok. Merci beaucoup, Dr Albazé. Alors, je vois que Madame Harry n'est toujours pas prête. On va revenir à elle tout à l'heure. Alors, d'entrée des jeux comme ça, je vais vous poser la première question. Il est question pour moi de savoir, en fait, c'est quoi la situation dans nos différents pays, dans vos différents pays,
dans les pays que vous visitez en matière justement d'alimentation par rapport à la santé. Bon, je vais retourner vers M. Ajavon. C'est quoi la situation au Togo ou bien dans un pays voisin du Togo que vous connaissez? Votre micro est coupé. Oui, excusez-moi. Je vais parler du Togo, donc, oui. Puisque c'est là que je vis. Et moi, j'ai été surpris. C'est vrai que j'ai vécu longtemps à l'étranger, aux États-Unis, en France. Et c'est vrai que du point de vue de la diaspora, on a toujours ce fantasme de dire que au bled, chez nous, on mange bio, on mange naturel, etc., contrairement en Occident. Et ce qui m'a surpris, moi, en allant là-bas, ça fait 6 ans maintenant que je suis retourné vivre au Togo, dans le cadre de mon projet, de mon entreprise. Et si on regarde bien finalement le panier de la ménagère, on voit que ce sont des produits de très médiocre qualité, des produits importés qui ont souvent aucune traçabilité. Alors je vais prendre évidemment l'exemple d'abord des cubes, qui sont bourrés de sel et de produits chimiques et synthétiques. On parle des huiles, souvent des huiles de tournesol qui proviennent d'Asie ou d'Europe de l'Est, de très mauvaise qualité. Il y a la tomate concentrée, pareil, quelquefois il n'y a même pas de tomate dedans. C'est une espèce de pâte écarlate bourrée de soja modifié, de sucre et de colorant. Vous avez les poulets qui proviennent d'Europe, qui sont bien souvent avec, il n'y a même pas de date d'expiration, il n'y a aucune traçabilité. C'est des poulets qui sont souvent déconnectés de la chaîne du froid le temps qu'ils arrivent en Europe. Vous avez les tilapias asiatiques, chinois, qui sont bourrés de métaux lourds, d'antibiotiques et que sais-je, qui arrivent sur nos marchés. Donc quand on voit maintenant ce panier de la ménagère, vous voyez que ce sont des produits de médiocre qualité, très mauvais pour la santé. Voilà. Et comme le facteur déclenchant d'achat dans nos pays, alors là je parle du Togo, c'est bien souvent le prix. On achète toujours le moins cher. Donc on va prendre ce mauvais poulet qui va coûter 2000 francs parce que le poulet local va coûter 3000, 3500 francs et ça sera un bon poulet. Vous voyez? Donc pour moi la situation elle est vraiment pas bonne. Les produits locaux transformés sont encore chers. Ils manquent de promotion, ils sont de qualité marketing médiocre aussi, parce que c'est pas facile. Et nous, les consommateurs, on a des déclenchements de consommateurs urbains, on a besoin d'avoir des produits dans un certain packaging, une certaine identité visuelle. Et donc, ça fait que, pour moi en tout cas, le constat, il est extrêmement mauvais. Et on a aujourd'hui, moi j'ai 35 employés et j'ai des gens de moins de 30 ans qui ont l'hypertension. Ce ne sont pas des gens qui sont en position d'obésité ou autre, des jeunes filles, des jeunes hommes, on va te dire qu'ils ont l'hypertension. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on consomme tous ces saletés, entre guillemets, depuis notre tendre enfance. Et c'est parce que le consommateur, alors au Togo en tout cas, n'a pas le choix, n'a pas le luxe de se positionner dans le bien consommé. Alors les choses changent, il y a des politiques gouvernementales qui appuient la consommation locale. Les entrepreneurs justement de la transformation font beaucoup d'efforts pour essayer d'atteindre la cible de la population de masse avec des prix avec des produits bien empalés, bien distribués, disponibles et surtout à moindre coût. Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire en proposant AfriCube, donc un bouillon de cuisine 100% naturel, 100% africain, qui est à 25 francs CFA, donc le même prix que les cubes chimiques. Donc voilà un peu mon constat. C'est vrai, il n'est pas très rose, mais en tout cas il y a un gros espoir parce que, en tout cas au Togo, il y a une fibre entrepreneuriale au niveau de la transformation qui est vraiment très dynamique. Et je pense que d'ici quelques années, on aura toujours le choix avec un bon produit local contre des produits médiocres importés. Voilà. Super, merci M. Ajavon pour votre constat. Très franc, très sincère. J'ai aussi posé la même question au chef André, qui nous vient du Burkina Faso, mais aussi qui travaille en Côte d'Ivoire. Il est actuellement à Abidjan même, en train d'installer une usine de transformation de cacao. Quel est votre constat selon vous? C'est quoi le problème, chef André?
Alors, déjà, il faut dire que le constat est pratiquement le même que M. Ajaron, que le même au Togo. Et moi, dans mon domaine, on va parler du chocolat, par exemple. Nous avons la Côte d'Ivoire qui est le plus grand producteur de cacao au monde. Mais il faut dire que l'Afrique reçoit presque tout ce qui est de la poubelle des chocolatiers. Et quand on prend par exemple le chocolat qui vient de la Chine ou qui vient de l'Asie et même de l'Europe, qui d'ailleurs a des lois qui les autorisent, par exemple, au-delà du beurre de cacao qui devait être introduit dans le chocolat, ils ont des lois en Europe, par exemple, qui les autorisent à mettre 15% des matières grasses, qu'elles soient animales ou végétales. Donc, du coup, on a des graisses de porc ou des graisses animales qui sont remplacées, qui remplacent du coup le beurre de cacao, tout en sachant bien que l'huile de palme ou les graisses animales conduisent directement à des problèmes qui sont favorables aux problèmes cardiovasculaires. C'est dans ce constat généralisé que justement, après ma formation à Genève, je me suis dit que tiens, il faut quand même assainir ce secteur-là dans mon pays, parce que nous avons des chocolats qui viennent de l'Asie, on ne peut pas les commercialiser en dehors du réfrigérateur, alors que le chocolat en tant que tel, il n'a pas besoin de fraîcheur. Il a juste besoin d'une température qui est comprise entre 12 et 30 degrés. Et à ce moment, ils ne font pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait venir le cacao de la Côte d'Ivoire et je l'ai transformé. Au début, c'est vrai que les gens disaient que c'est un chocolat qui est importé, mais au fur et à mesure, avec les différentes démonstrations que j'ai eu à faire, ils ont tout de suite compris que le chocolat était bel et bien fabriqué en Afrique et qu'il y avait cette possibilité. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui a bien saisi cette occasion que j'ai commencé au Burkina Faso pour justement non seulement former des chocolatiers de qualité en Côte d'Ivoire. Quand je dis des chocolatiers, c'est ceux qui fabriquent le chocolat depuis la fève jusqu'au produit fini, jusqu'au chocolat. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où je suis venu en Côte d'Ivoire pour installer une usine pour justement transformer le cacao ivoirien pour toute l'Afrique. Et au-delà de ça, il faut dire que il y a aussi mon intervention au niveau de la boulangerie et pâtisserie, parce que aujourd'hui le pain, c'est une consommation énorme au niveau des pays africains, mais sans oublier que justement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que dans le pain, il ne faut pas faire intervenir le bromate, parce que le bromate, c'est ce qui fait justement grandir la pâte. On prend une petite pâte de 100 grammes, au produit fini, on a un gros volume, on a un produit qui est savoureux au goût, mais qui en réalité, additionné de bromate, représente un produit toxique. Et justement, je suis venu pour assainir, j'interpelle justement la Ligue des consommateurs au niveau du Burkina Faso, je les informe justement sur la dangerosité des produits qui peuvent intervenir dans la boulangerie. Donc du coup, je les amène à consommer, à changer justement leur façon de panifier les céréales. Et avec l'INERA, par exemple, nous sommes arrivés à mettre au point, on va dire, une farine locale à partir du maïs, par exemple, qui est panifiable, une version panifiable du maïs. Et c'est ça, justement, que je suis en train d'utiliser, d'informer les différents boulangers au Burkina Faso pour que nous l'utilisions justement pour remplacer le blé, parce que le blé n'est pas de chez nous. Le blé, il vient de loin et déjà, avec la crise du blé, les gens ne savent pas comment faire. Voilà, donc voilà un peu mon combat. Je suis en train d'amener justement tout doucement les différents boulangers à remplacer le blé et les recettes qu'on avait traditionnellement venues d'Europe avec nos produits locaux au niveau du Burkina Faso. Donc, il faut dire que le combat, il est le même. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour que toutes ces choses-là changent, pour que nous nous arrêtons d'importer des choses que nous ne connaissons pas. Et par exemple, moi, dans mon domaine en pâtisserie, nous avons des farines déjà préfaites qui arrivent, qui en général, on n'a pas le pays de fabrication
d'origine, on a des pays d'importation, mais pas de fabrication d'origine. Donc, quand on lit certaines informations, on ne les retrouve pas. Par exemple, on sait qu'il y a de la levure chimique qui est contenue dans le produit, mais qui, en réalité, dans le mode d'emploi ou bien dans la posologie, il ne ressort pas. Donc, voilà un peu le constat qui est fait au Burkina Faso. Je vous remercie. Super, merci, chef André et monsieur Ajavon. Alors, moi, j'ai noté dans ce que vous avez souligné comme problème, il y en a plusieurs. Il y a le pouvoir d'achat qui est faible en Afrique. Il y a la qualité des produits qui ne suit pas. Il y a le fait qu'on a une forte importation des produits d'Asie, d'Europe, dont souvent la traçabilité n'est pas vérifiée, il n'existe même pas du tout. Et entre autres, vous avez aussi souligné le pouvoir d'achat qui est faible et la quantité en fait produite qui n'est pas suffisante pour les populations. Alors, je vais poser la même question au docteur Albezé. Je ne sais pas s'il est avec nous, s'il nous écoute. Alors, pendant que M. Albezé revient, j'aurais une question au chef André par rapport à la transformation du cacao. Je pense qu'il serait quand même bien pour les auditeurs qu'on comprenne bien pourquoi finalement de la matière première, ça va en Europe pour revenir transformer. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? J'imagine que c'est ce qui a motivé votre projet. Mais si on pouvait réexpliquer en fait aux néophytes que je suis, comment ça se passe au niveau de la transformation du cacao, la chaîne de travail en fait, amont-aval. Je pense que c'est bien important qu'on comprenne bien ce qui nous manque nous en Afrique pour consommer plus local avec les guillemets. Je vous laisse nous expliquer peut-être. Alors, il faut déjà dire que au niveau du cacao africain, cela a commencé depuis les années indépendance parce que les ordinateurs que nous utilisons, dans nos ordinateurs que nous utilisons, le cacao africain n'a qu'une seule direction, l'Europe. Et quand on prend au niveau de l'Europe, nous avons le port d'Amsterdam qui est le port de collecte de tout le cacao mondial. Oui. Un cacao qui est fabriqué et qui est commercialisé sur la planète Terre, il finit toujours sa course à Amsterdam. Et à partir d'Amsterdam, on a des grandes sociétés comme Barry Callebaut qui a pratiquement tout le monopole du cacao. Et de nos jours, quand le cacao commence à prendre des directions telles que le Mali, le Burkina Faso, le Togo, parce que simplement il y a un transformateur, il y a un chocolatier qui a été formé pour la transformation, ça devient comme du trafic. Et là, ça pose un problème au niveau de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle moi, pour régler ce problème au niveau de la Côte d'Ivoire, il a fallu que j'aille m'installer, j'aille former des chocolatiers en Côte d'Ivoire, au point où on n'importe plus du cacao, mais nous importons de la matière et transformée. Nous fabriquons la pâte de cacao ou la masse de cacao qui est sans sucre et qui n'est pas reconnue par les ordinateurs comme étant du cacao. Et c'est ce qui va lui permettre de prendre la direction autre que l'Europe. Mais il faut dire qu'en réalité, au niveau de l'Afrique, la plupart des Africains ne savaient pas comment était transformé le chocolat. C'est vrai qu'on ne mange pas, on le mange, pardon, mais en réalité, on ne sait pas comment il est fabriqué. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que vous arrivez dans une plantation de cacao en Côte d'Ivoire, vous posez la question, par exemple, à un cultivateur, à un cacao culteur, et de quoi, qu'est-ce qu'on utilise son produit pour faire, il n'est pas au courant, il ne sait pas. Ou tu lui donnes du chocolat et tu lui demandes d'où est venu ce chocolat, il n'est pas capable de vous dire. Donc, on est arrivé à un certain moment de comprendre que c'est une volonté de protéger la fabrication de ce produit-là. Et ben, nous qui avons eu la chance de nous former, moi j'ai été formé à Genève et je suis revenu justement avec ce process.
C'est vrai, quand j'étais en train de revenir en Afrique, les gens se posaient la question, est-ce que j'étais pas fou? Parce que j'avais tout le confort que je voulais à Genève, j'étais dans la stabilité, j'avais tout ce qui... J'étais dans un luxe. Mais ce que même ils n'avaient pas compris, c'est que le Burkina Faso est à une demi-journée des champs de cacao, des premiers champs. Par exemple, au Ghana, je suis à 750 km. Par contre, la Suisse qui doit importer de la fève met plus de temps que moi. Donc, j'avais la possibilité justement, cette facilité d'obtenir mes fèves et de les fabriquer. Et ce qui a beaucoup ralenti justement cet engouement, c'est que les gens ne connaissaient pas le Prosex. Alors que ce Prosex, c'est le même que la fabrication du beurre de karité. C'est le même, il n'y a pas de changement. On torréfie la fève. Après la torréfaction, on fait le broyage et on obtient déjà une masse brune à laquelle on ajoute juste le sucre quand on veut du chocolat noir. On ajoute du lait quand on veut du chocolat au lait. C'est tout le process. Il n'est pas compliqué, il n'est pas sorcier et il doit être mis à la disposition des Africains. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, moi, je dis que la fabrication du chocolat devrait être enseignée aux enfants à bas âge. Il devrait être enseigné aux cacao-culteurs parce que la fabrication n'est rien. Maintenant, quand on veut rentrer dans les produits de luxe, c'est là où le problème se pose. On aura besoin des machines, oui, pour nous raffiner. Mais en réalité, le chocolat raffiné, il est dépourvu de tous ces principes actifs. Voilà. Donc, voilà un peu, grosso modo, la réalité autour du cacao, du chocolat en Afrique. Merci beaucoup, chef André. Très, très intéressant. Je pense que ça va éclaircir beaucoup de points pour nos auditeurs. Je laisse Lionel reprendre la main par rapport à ce que doit nous dire Monsieur Zé. Alors, Monsieur Albert Zé, comme j'ai posé la question tout à l'heure, selon vous, quels seraient les problèmes donc vous identifiez au niveau non seulement du Cameroun, d'où vous venez, et puis de l'Afrique, parce que vous avez dit que vous avez un centre de recherche, j'imagine, les recherches couvrent toute l'Afrique. Donc, selon vous, quels sont les problèmes aujourd'hui, quels sont les constats que vous faites? Premièrement, ce que je dirais, c'est que le constat qui a été fait déjà par mes deux prédécesseurs n'est pas à modifier en fait. C'est un constat qui est réel. C'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste déjà les remercier d'avoir fait un constat aussi juste que peut-être je n'aurais pas mieux fait, chacun dans son domaine. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que je voudrais revenir sur des causes de cette situation. Parce que c'est là le véritable problème. On vient d'où avec ce genre de conséquences? C'est-à-dire que là, le constat, il est là, ce sont des conséquences de quelque chose qui a déjà été là depuis un bon bout. Alors, les causes, ici, je les mets généralement dans deux grands groupes. Le premier groupe, c'est les causes socio-culturelles. C'est-à-dire que lorsque vous regardez notre société, notre culture, c'est une culture qui est, je dirais, purement archaïque encore jusqu'à aujourd'hui, je dirais traditionnelle. Et quand je le dis, c'est parce que c'est une culture que nous traînons depuis la colonisation. Vraiment, c'est là la base des choses. Parce que lorsque vous voyez, aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de causer un peu avec des gens sur le terrain. Et vous voyez des gens qui vous disent « je mange comme un blanc ». Alors, c'est purement, c'est-à-dire que vous comprenez que nous traînons encore des traces de la colonisation. C'est une culture qu'il faut casser parce que nous avons été totalement dilués à un point où on s'est retrouvé avec, pour idéal, la consommation des produits occidentaux. Donc, il y a ce problème qui existe véritablement. C'est-à-dire que vous avez encore des gens, lorsque vous voyez par exemple, vous voyez des gens qui sont au niveau des supermarchés,
des gens qui vont au niveau des supermarchés et qui s'achètent, par exemple, des produits qui viennent d'ailleurs, soi-disant, ils veulent vivre un peu comme des Occidentaux. Donc, il y a ce problème culturel qui existe véritablement. Maintenant, il y a un deuxième problème qui existe aussi, c'est un problème économique. Et le problème économique, il a été un peu analysé avec M. Ajavon tout à l'heure, en disant que les gens préfèrent des produits qui sont moins coûteux. Et ça, il faut le dire, parce que dans le domaine de la microéconomie, il y a ce qu'on appelle la rationalité de l'agent économique. Lorsque vous allez partir dans un marché, vous allez voir que vous avez deux produits. Je prends par exemple le cas du chocolat. Vous avez un produit qui est importé et un produit qui est fait localement. Comme nous l'avons ici au Cameroun, nous avons une entreprise ici au Cameroun qui fait du chocolat localement. Et vous avez ces chocolats qui sont importés. Alors, lorsque vous êtes un consommateur, votre seul objectif à ce niveau, c'est quoi? C'est de pouvoir maximiser votre utilité sous contrainte de votre revenu. Donc, quand vous allez arriver, vous allez vous rendre compte que ce qui vient d'ailleurs, généralement, qui est de mauvaise qualité, il faut qu'on le reconnaisse, est moins coûteux que ce qui est fait localement. À partir de ce moment, vous avez un individu qui a déjà des antécédents culturels pour lesquels il estime que manger ce qui vient d'ailleurs, c'est manger comme un blanc. Et par la suite, manger ce qui est ici sur place, qui est produit ici sur place, est tellement coûteux que ce qui vient d'ailleurs. Donc, automatiquement, le choix, il est fait. Automatiquement, il fonce vers le produit qui vient d'ailleurs. Donc, lorsqu'on combine ces deux facteurs, on se rend effectivement compte qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire. Le travail de fond, c'est premièrement la sensibilisation. Il faut qu'on dise déjà aux gens que ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément la meilleure chose. Et je vais revenir ici sur un exemple très simple, une situation qui a été vécue ici au Cameroun il y a de cela quelques semaines, où on s'est retrouvé avec une polémique sur des produits importés, notamment des produits de beauté importés, et où l'une des personnes qui est à la base de cette importation disait qu'elle avait reçu des autorisations au niveau international, donc forcément elle estime que ces produits doivent se vendre sur notre territoire. Alors que la réglementation voudrait que nous puissions évaluer si ces produits doivent normalement être sur le marché chez nous. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'un produit qui est bon ailleurs ou alors bon pour une certaine race n'est pas forcément bon pour nous. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut qu'on intègre aujourd'hui et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va éduquer la population sur la consommation. J'espère qu'on va véritablement revenir dessus sur les conséquences réelles de cette mauvaise nutrition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que c'est très important et on doit mettre tout l'accent possible sur la prévention, l'éducation des masses pour que les gens comprennent qu'il faudrait que nous puissions revenir à notre alimentation de base. Merci, monsieur Dr Alberzé, pour votre intervention qui me permet justement de faire un pont avec la suite pour les conséquences. Donc, je vais passer la parole à madame Tabi Aré, nutritionniste, justement, qui va, la question que je vais lui poser, c'est justement quelles sont les conséquences qu'on peut observer dû à une mauvaise alimentation, mais une alimentation de très faible qualité. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les hôpitaux? On voit de plus en plus les malades qui sont obèses d'un côté et qui viennent avec tout ce qui est des maladies métaboliques, hypertension, diabète, les problèmes de cholestérol, le mauvais cholestérol qui est élevé, le bon cholestérol qui est bas et tout, et qui de plus en plus favorise les maladies cardiovasculaires.
On voit aussi de plus en plus les cancers, mais ce qui est plus pertinent, c'est quoi? C'est qu'on voit de plus en plus les enfants qui sont dans un état de prédiabète. Je ne peux pas vous dire le nombre d'enfants que je suis en train de suivre maintenant, souffrant de cette pathologie qui n'est pas encore connue, cette prédiabète. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les enfants de 8, 9, 10 ans, donc dans 4-5 ans, qui seront diabétiques. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va diminuer la production. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on voit de plus en plus de cancers parce que avec tout ce qui est de mauvaise alimentation, on a cette tendance vers les cancers causés par des métallaux lourds qu'on trouve de plus en plus à cause d'une mauvaise hygiène alimentaire. On a de plus en plus de problèmes liés aux caries dentaires dû à la consommation de sucre et autres. Et je me dis, ce n'est que le type de iceberg et que la situation va s'empirer avec le temps. Alors, madame, est-ce que vous pouvez juste nous préciser dans quel pays vous constatez en fait tous ces dégâts, juste pour que tout le monde sache Je suis nutritionniste à l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun. Très bien. Donc, on parle aussi du Cameroun, donc on est dans les mêmes constats qu'a pu faire monsieur Dr Albert Zé. Et je trouve que votre constat est assez intéressant parce que personnellement, néophyte, et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens dans l'auditoire, on a vraiment peu de connaissances à ce... Et en fait, c'est même contre-intuitif, je dirais. Et Dr Albert Zé l'expliquait bien, il va falloir qu'on sensibilise nos populations, puisque moi, mes parents qui vivent d'ailleurs aussi au Cameroun, j'avais le sentiment qu'ils mangeaient beaucoup plus sainement que moi qui vis en Europe. Mais il semblerait que s'ils mangent beaucoup de produits importés sur lesquels on a des doutes sur la traçabilité des produits, et qu'on se retrouve, comme l'avait dit le chef André, un peu là, entre guillemets, excusez-moi le mot, la poubelle du monde, finalement, tout ce qu'on pensait être bon pour nous, parce qu'on est plus dans des choses proches du terroir, on va dire, ou proches de nos terres, finalement, de manière assez contre-intuitive, dans ce qu'on trouve avec l'effet inverse, avec des produits transformés, et plutôt, entre guillemets, mal transformés, avec des produits qui sont nocifs, et avec des conséquences réelles qu'on voit d'un point de vue santé, au niveau du cholestérol, de l'hypertension. Donc, c'est un sujet assez intéressant sur lequel il va falloir qu'on se penche, qu'on se penche en tout cas. Donc, je vais laisser Lionel reprendre la main. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Merci à tous pour les différents constats que vous avez faits. Qui interpellent, hein. Donc, comme on l'a dit avant, entre la traçabilité, entre l'importation qui n'est pas souvent contrôlée, le pouvoir d'achat et toutes ces difficultés ou bien problèmes que vous avez soulignés. Donc, ma question suivante est, ayant fait ce constat, quelles seraient, d'après vous, les solutions qu'on peut commencer à apporter ou bien qu'on peut implémenter dans nos pays? Parce que le constat qu'on fait, c'est que ce soit au Togo, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou ailleurs, ces constats, les problèmes sont quasiment les mêmes. Donc, à votre avis, quelles sont les solutions qu'on peut être en train d'apporter? Donc, je vais encore commencer par M. Azavon. Selon vous, quelles solutions on peut apporter dans ce domaine de l'alimentation en Afrique? Oui, merci. Je pense qu'il y a différentes pistes. La première piste, justement, c'est à nous, les entrepreneurs. Pour moi, vraiment, la transformation agroalimentaire, c'est la clé pour notre autosuffisance et pour le consommer sainement. Parce qu'on a la matière brute, on l'a. Les épices, les écumes, les légumes, les fruits, on a tout ça dans notre sous-sol. Dieu a béni l'Afrique et donc maintenant, il faut les transformer par rapport à ce que nous allons consommer. Donc, des produits adaptés aussi à notre consommation. Donc, comme disait le chef André, on n'a pas besoin de blé. Donc, il y a des pays, leur alimentation est basée sur le blé alors qu'ils ne produisent pas du tout de blé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens alors qu'on a beaucoup de céréales
Moi-même, j'ai appris à faire les beignets, les crêpes avec de la farine de manioc mélangée avec de la farine de maïs, même les spaghettis avec la farine de riz. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Après, effectivement, il faut qu'il y ait un produit fini qui soit véritablement attirant pour le consommateur. Et là, je parle vraiment côté commercial. Parce que c'est bien beau de dire, oui, on n'a pas besoin de blé, on va faire du pain avec du maïs, avec du manioc, avec je ne sais quoi. Mais moi, j'en ai goûté. Quelquefois, ce n'est pas bon. Ce sont des gros pavés, c'est hyper lourd, c'est pas bien, voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi de notre côté à faire, entrepreneur, pour avoir un produit avec une identité visuelle, un produit attractif, un produit adapté. Il suffit pas de dire, oui, c'est fait avec du manioc ou du maïs. Manger, c'est pas du blé. Non, c'est pas ça. Les gens, ils vont pas aimer, ils vont dire, non, non, moi, je veux ma baguette. Donc, je pense qu'il y a un travail au niveau de l'entrepreneuriat. Et il faut industrialiser tout ça pour qu'on fasse, on va faire notre riz, on va faire nos spaghettis, on va faire notre tomate concentrée. Donc je pense qu'il y a un travail au niveau de l'entrepreneuriat, des PME, des TPME pour la transformation. Maintenant, la seconde piste, c'est au niveau des pouvoirs publics. Il est important que les pouvoirs publics nous accompagnent. Tous les pays européens, occidentaux, asiatiques subventionnent leurs produits locaux, que ce soit le lait en France, que ce soit la viande au Brésil, aux États-Unis. Voilà, ils supportent leurs propres producteurs pour être compétitifs dans leur région et à l'international. Ce que on ne fait pas en Afrique, en tout cas au Togo, on ne le fait pas. Donc moi, je vends un cube local à 25 francs et je suis en compétition avec toutes ces multinationales qui fabriquent pour rien du tout. Donc je pense qu'il y a un travail, des pouvoirs publics pour accompagner, aider, supporter. Vous voyez, il y a toujours en France, il y a le Made in France, il y a le America First aux États-Unis, etc. Donc il faut aussi que les pouvoirs publics en Afrique supportent les entrepreneurs, les produits locaux, qui nous protègent au niveau des frontières avec des contrôles stricts sur la traçabilité, sur les normes. De la même manière que nous, quand on envoie nos produits en Europe, croyez-moi, c'est la croix et la bannière pour les faire rentrer parce qu'on doit passer une série de tests phytosanitaires et de normes, ceci, cela. Alors que tout rentre au Togo, tout rentre. Donc, il y a des produits avec des étiquetages en turc, en arabe, en malaisien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est vrai du n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut un contrôle aussi aux frontières avec des normes pour nous protéger. Et après, on peut parler de fiscalité. On peut diminuer la fiscalité pour nous, pour les locaux. On peut augmenter la fiscalité aux frontières. Bon, il y a des choses à faire au niveau des pouvoirs publics, même pour la promotion. Pour la promotion, on peut avoir des campagnes de promotion du consommé local, etc. Donc, je pense que c'est les deux choses. Et la troisième et dernière chose, et j'ai beaucoup aimé ce que le docteur a dit, on a besoin d'avoir des experts en nutrition pour sensibiliser et informer l'opinion publique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, moi, je reste dans les cubes. Par exemple, la nocivité de ces cubes chimiques bourrés de sel et d'autres choses. Enfin, donc, il faudrait des campagnes aussi avec des expertises comme des nutritionnistes et ce docteur pour vraiment sensibiliser, informer la population des campagnes accompagnées évidemment par le gouvernement. Donc, je pense que ça va un peu dans tous les côtés. Il y a les entrepreneurs, il y a le gouvernement et il y a les consommateurs. Mais sinon, tout est possible. Les solutions, elles sont là. Et il n'y a pas à faire autre chose. Pour moi, c'est la transformation agroalimentaire. Merci. Merci beaucoup, M. Diamant, pour votre intervention. Alors, chef André, vous qui êtes dans le chocolat, qui est dans la production en boulangerie, en pâtisserie, alors, selon vous, quelles sont les solutions qui sont adaptées à notre contexte africain? Alors, déjà, pour moi qui suis chocolatier dans un pays qui ne produit pas de cacao, il fallait d'abord démontrer aux gens que la cacao culture était même possible en plein désert. Parce que simplement, au début, certains pays avaient besoin de main-d'œuvre
Et au niveau, par exemple, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, avec l'immigration, beaucoup de nos parents sont allés, ils ont cultivé le cacao parce que simplement on les a fait croire que la cacao culture ne pouvait pas résister dans le Sahel, dans les pays tels le Burkina Faso et autres. Et moi, je suis arrivé, du coup, j'ai dit, bon, ok, moi, je vais faire du chocolat au Burkina Faso, mais la priorité, c'était de montrer d'abord aux Burkinabés que la cacao culture était possible dans notre pays. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord planté les arbres, et même si nous ne sommes pas encore en phase de production, l'évolution de ces arbres, de ces cacaotiers, se déroule très bien et évolue comme je le veux. Ensuite, le problème au niveau de nos pays, c'est que dans la transformation, nous n'avons pas en réalité des canaux spécifiques qui nous amènent à cela. Moi, par exemple, au Burkina Faso, quand j'ai dit consommons local, j'ai créé en même temps un centre de formation qui amène justement, qui va amener la génération qui vient à ne pas connaître le blé parce que simplement, je vais m'appuyer sur ce que nous avons de local. Donc, ce qui fait que déjà dans mon centre de formation, je suis en train de préparer une élite sans blé. C'est-à-dire que nous n'allons pas, on ne va pas les enseigner sur le blé, mais nous allons les enseigner sur la farine mil, nous allons les enseigner sur la farine de maïs. Nous allons les enseigner comment, par exemple, transformer le sésame pour arriver, par exemple, à une pâte de praliné. Donc déjà, à partir de ce moment, c'est ma contribution pour que le développement au niveau local soit une effectivité. Donc déjà, dans mon centre de formation, j'amène les gens à comprendre que la transformation, à les enseigner sur ce qui est de la transformation des matières premières de chez nous. Maintenant, le reste, je pense qu'avec le temps, tout doucement, nous allons oublier les produits d'Europe parce que ça va aussi de notre devoir d'informer la population sur la meilleure qualité de nos produits en faisant nous-mêmes nos démonstrations. Par exemple, moi, quand je fabrique mon chocolat, j'arrive à faire les démonstrations dans les écoles avec les petits-enfants pour les faire comprendre d'abord que c'est un produit de chez nous et pourquoi il faut le consommer et pourquoi il ne faut pas consommer ce qui vient des pays tels l'Asie qui nous envahissent justement avec des produits qui ne sont pas forcément, qui ne sont d'ailleurs pas les produits de qualité, comme l'a dit notre consoeur du Cameroun. Et l'exemple du Cameroun, c'est un exemple à encourager en Afrique parce que le cacao du Cameroun, par exemple, c'est l'un des cacaos de meilleure qualité dans le monde, mais en réalité qui n'est pas mis sur la table aujourd'hui parce que, bon, je ne connais pas les raisons, mais quand vous prenez par exemple le cacao du Cameroun, c'est l'équivalent de celui qui est de Madagascar, le meilleur cacao sur la terre. Donc voilà un peu mon intervention. Merci. En fait, on se rend compte qu'il va falloir qu'on déconstruise un petit peu des idées, des légendes. Vous l'avez bien expliqué, chef André, finalement, on est victime de nos propres peurs, nos propres craintes, notre propre histoire, et on n'arrive plus à se réapproprier les choses qui devraient être, entre guillemets, notre bon sens. C'est-à-dire utiliser nos propres matières premières, celles qui sont à disposition, plutôt que d'aller les chercher loin. Surtout parfois, on ne sait pas ce qu'on va chercher. Donc, je pense que votre message est assez fort et assez intéressant. Je laisse Lionel reprendre la main. Alors, monsieur Dr Alberzé, je vous pose la même question. Vous qui faites des recherches, des analyses dans ce domaine qui vous tient tellement à cœur, quelles sont selon vous les pistes de solutions pour améliorer justement cette problématique d'alimentation et nutrition dans nos pays africains? Ok, ce que je pourrais premièrement dire ici, c'est qu'il faut une réelle volonté politique. Il faut une réelle volonté politique, ça c'est la première des choses.
Mais avant d'expliquer clairement de quoi il s'agit, je voudrais ici rappeler, comme je disais dès le départ, que j'avais fait une étude sur l'impact de la nutrition sur les maladies de métabolisme de surcharge. Et c'était en 2012. Je faisais déjà une estimation et une projection qui montrait qu'on aura pratiquement en 2020 50% de la population en Afrique noire qui fera une hypertension à cause de la nutrition. Et si vous regardez bien les chiffres aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de ces 50%. Nous sommes bien proches. Je prends peut-être le cas du Cameroun où je suis. Nous sommes pratiquement, en 2018, nous étions à 35%. Et vous voyez que si nous faisons 4 ans plus tard, avec aucun programme qui essaie de recadrer les habitudes alimentaires et autres, si nous prenons 4 ans plus tard, nous devons être pratiquement proches de ces 50%. Donc, ça cause énormément de problèmes. Et lorsque vous avez des chiffres comme ça, c'est énorme. Nous avons fait tout récemment le Salon international de la santé ici au Cameroun. Et nous avons fait des dépistages d'obésité et toutes les autres maladies que vous pouvez imaginer qui sont liées à la consommation, à la nutrition. Et on s'est retrouvé avec pratiquement 30% de patients qui étaient obèses, qui faisaient une obésité. Quand vous avez des chiffres pareils, sachant que ces gens qui font de l'obésité cumulent également l'hypertension, cumulent autre chose, vous voyez que vous avez une population qui, à un moment donné, n'est pas exploitable économiquement. C'est-à-dire que vous avez une main-d'œuvre qui est très fragile. Et c'est ça le plaidoyer que je fais au quotidien pour dire à nos dirigeants, vous voulez attirer les investisseurs, mais vous avez une main-d'œuvre fragile. Et les investisseurs, ils ont besoin des gens qui vont venir travailler. Ils ont besoin des gens, une main-d'œuvre qui peut produire. Donc, il est plutôt, et il est capital aujourd'hui que nous puissions nous pencher sur ces questions de nutrition et de santé. C'est très important. Maintenant, lorsque je reviens donc sur les questions de volonté politique, c'est comme M. Ajavon a dit tout à l'heure et chef André, que nous avons véritablement besoin du soutien des pouvoirs publics, de ceux qui sont là à la tête de nos pays, parce que sans ce soutien qui parfois n'est pas forcément un soutien financier, mais un problème d'encadrement dans la production, un problème d'encadrement dans la mise en place de ce qu'on appelle ici des chaînes de valeur, c'est-à-dire que de la production brute à la transformation et la mise sur le marché. C'est très important. Et je voudrais peut-être partager ici une expérience purement camerounaise. Nous avons ici des jeunes qui, il y a de cela quelques années, ont décidé de faire dans du Made in Cameroun, c'est-à-dire que promouvoir des produits Made in Cameroun. Ça n'a pas été facile au départ parce que lorsque vous avez justement des dirigeants qui ont la mentalité que j'ai décrite au départ, c'est-à-dire que cette mentalité purement coloniale qui voudrait que c'est tout ce qui vient d'ailleurs qui est bon, et certains d'entre eux sont dans le business de l'importation. Donc du coup, ils ont tendance à combattre les initiatives locales. Donc du coup, ça n'a pas été facile, mais ce groupe de jeunes, avec tout notre soutien et autres, aujourd'hui commence à voir véritablement la lumière parce qu'ils sont désormais invités sur la table de discussion de nos dirigeants pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir et pour agrandir le Made in Cameroun. C'est pour cela que je voudrais dire ici que nous pouvons certainement attendre, nous pouvons attendre la volonté politique, mais nous devons davantage la susciter en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avec des initiatives qui peuvent commencer dès le bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'avec un groupement, par exemple, de producteurs à la base, qui maintenant commence à faire ce travail de fond et forcer la main à nos dirigeants qui parfois ont des difficultés, non seulement de compréhension, mais également d'adaptation par rapport à l'évolution que la vie nous impose aujourd'hui. Donc, je crois que
ce travail de fond devrait être fait et que nous ne puissions pas simplement attendre que un jour, ces dirigeants vont changer d'avis. Nous pouvons également apporter ce changement en fonction des initiatives que nous mettons en place au bas de l'échelle. Super, merci beaucoup Dr Zé pour votre contribution. Alors, Madame Christa Harry, vous qui êtes sur le terrain avec des enfants, avec les adultes, tout à l'heure vous avez dit que selon vous, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit. Donc, ça semble alarmant. Alors, à votre avis, quelles sont les solutions? On a parlé de pouvoir politique, on a parlé d'entrepreneurs, on a parlé de producteurs. À votre avis, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place? Et ça semble urgent. J'aurais même envie d'ajouter, Lionel, quelles sont ces recommandations, en fait, finalement, en tant que nutritionniste, finalement, à l'échelle des populations, c'est qu'est-ce qu'elle leur conseille de faire au-delà des injonctions politiques des structures qu'on peut mettre en place, une nouvelle réglementation, etc. C'est à son niveau, ce qui sera intéressant pour les auditeurs, c'est voilà ce que je leur dis et voilà ce qui est bon pour eux, en fait. En plus, je dirais, de sa réponse, si elle pouvait nous donner quelques éléments, ça serait intéressant. Ok, merci beaucoup et merci pour toutes les contributions qu'on a eues. Mais en tant que nutritionniste, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les produits sains arrivent auprès des patients, auprès de la population. Et quels sont les produits sains? Ce sont les produits qui ont moins de grâce, moins de matières grasses, plus de fibres, moins de sel, moins de sucre et autres. Et nous passons notre temps à promouvoir pour une alimentation qui est riche en fibres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transformation des aliments, l'utilisation du sel, l'utilisation de quoi que ce soit, nos farines et autres, sont à l'origine de ce qu'on est en train de voir dans les hôpitaux en termes de maladies et autres. Donc, ce qu'on veut, il faut qu'on fasse une éducation auprès de la population. Il faut qu'on les fasse rentrer dans nos racines, où on mangeait moins gras, où on avait des légumes cuits à coups de bouillon, où on prenait plus de fruits venant de nos champs, c'est-à-dire des fruits sauvages et autres, où on n'avait pas besoin de sucre que le jour de Noël et autres. Et puis, dans les réunions et autres, il faut plutôt promouvoir la consommation de l'eau, la consommation de fruits et autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les ayants droit nous aident dans l'éducation nutritionnelle, ressortir auprès des populations ce qui est sain, ressortir comment assaisonner nos repas en utilisant les condiments traditionnels, ressortir comment utiliser notre huile de palme qui est saine et pour préparer nos repas, ressortir l'aspect important de la nutrition dans la santé parce que la population ne voit pas l'importance de la bonne nutrition dans la prévention de différentes maladies. Donc, on veut qu'il y ait moins d'importation, on veut qu'il y ait moins de cette tendance vers le sucre, vers cette tendance vers les friandises, qu'au lieu du petit déjeuner avec le pain, que ce soit l'origine du pain, on ait nos repas locaux. Manger du plantain, manger du macabo, accompagné des légumes, préparé avec moins d'huile qu'on ajoute à la fin de la cuisson, préparé avec moins de sel, utiliser moins des épices et autres. Et puis, à la fin, il faut que l'État nous aide dans non seulement la cultivation, mais aussi la vente et la préservation des aliments qu'on a chez nous. Donc, en gros, ce sont ces recommandations qu'on donne toujours auprès des patients. Super, merci beaucoup. Alors, on arrive pratiquement au terme de cet échange. Je vais donc laisser à chacun le soin d'avoir un mot de fin sur cette question d'alimentation saine en Afrique et amélioration de la santé. Donc, je vais commencer par le chef André. S'il y a un mot
de fin que vous pourrez dire, laisser, ce serait lequel? Oui, mon mot de fin, c'est d'abord de remercier tous ces professionnels qui ont partagé le plateau avec moi. C'est un honneur. Et en même temps de dire que le combat, il est un peu général en Afrique. L'initiative que vous avez prise, elle est très belle, la deuxième édition. Et vivement que la troisième édition, nous revenons encore sur ce thème parce que en réalité, le temps ne nous a pas suffi. Tout de suite, le docteur Christian a évoqué le problème de graisse, le problème de sucre. Mais quand vous prenez par exemple mon domaine, la chocolaterie, le sucre et la graisse, ce sont des conservateurs. Vous voyez, ça permet à mes produits d'avoir une longue vie. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comment ils sont utilisés? C'est ça le problème. Mais déjà, l'initiative, elle est très belle. Ça me fait plaisir de savoir qu'au Togo, M. Ajavon a mis au point ce cube que, d'ailleurs, je voudrais aider à faire la promotion parce que c'est mon combat le plus absolu. Et de comprendre également que le docteur Zé a évoqué justement le problème de façon économique. Ça me donne déjà une idée sur mon plan d'action au niveau de mon école, comment, sur quel pied danser pour pouvoir amener justement la jeunesse à produire local, à consommer local, à trouver que le local est non seulement moins cher que l'importé et une qualité, une valeur sûre par rapport à ce qui est importé. En tout cas, merci et bonne continuation à tout le monde et que voilà, on se retrouve à la prochaine édition pour encore évoquer ce même problème qui, d'ailleurs, je peux dire que on a du chemin avec. Voilà, merci. Merci beaucoup, chef André. Alors, monsieur Ajavon, monsieur Africube, si vous êtes là. Oui, je suis là. Donc, votre mot de fin, s'il vous plaît, ce serait lequel? Tout à fait. Merci au chef André et je vous donnerai l'adresse. Africube est disponible au Burkina Faso. Donc, moi, c'est la même chose. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce genre de discussion. Et je pense qu'on a des solutions, chacun dans notre domaine d'expertise. Et donc, moi, ce que je voulais dire vraiment, moi, mon désir, c'est de contribuer au bien-être de notre communauté par le manger sainement et participer aussi à l'industrie locale en valorisant, en donnant une plus-value à nos produits. Ça, c'est extrêmement important. Et on a beaucoup de choses à faire, chacun dans nos domaines. Et bon, je pense qu'on a vraiment retracé tout. Et tout maintenant est possible. Tout est possible. Et donc, je voulais juste remercier le panel et tous les intervenants. Et j'espère vraiment, peut-être qu'on se retrouvera à Lausanne en fin novembre. Et merci à tous et merci aux organisateurs. Super. Merci beaucoup, M. Ajavon. Alors, je vais passer la parole à Mme Harry, si elle nous écoute. Alors, merci beaucoup et je suis très contente qu'on soit en train de parler de l'alimentation des Africains par les Africains et chez nous en Afrique. Et j'espère qu'on ira de l'avant pour vraiment utiliser la nutrition comme un moyen de prévention des maladies, que ce soit la surnutrition, que ce soit la sous-nutrition. Et je ne peux que dire aux organisateurs courage et on espère être là pour la troisième édition. Merci beaucoup. Ok, super, merci beaucoup. On laissera le docteur Albert Zé nous faire son mot de la fin, peut-être. Oui. Ok, merci de me repasser la parole. Je dirais également ici que je suis honoré d'avoir été là, d'avoir participé à cet échange. Mais mon mot de la fin ira beaucoup plus dans les perspectives de ce que vous êtes en train de faire.
l'initiative, elle est très bonne, mais je crois que une thématique comme celle-ci devrait être débattue sur 3 jours. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous allez faire, mais trouver des moyens pour que ce soit une conférence sur les questions de nutrition en Afrique. Parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement à faire, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir dans cette discussion. Et je pense qu'en faisant une conférence comme celle-là sur maximum 3 jours, vous pourriez certainement tirer beaucoup de conclusions, beaucoup de propositions qui peuvent à ce moment-là être déposées au niveau, par exemple, des dirigeants africains. Pourquoi pas l'Union africaine déjà, qui s'intéresse généralement à ce genre de débat. Et à partir de ce moment, on va voir comment est-ce qu'on peut commencer à susciter justement un intérêt sur l'éducation de masse en Afrique, sur les questions de consommation, sur les questions de nutrition. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes. Il ne faut pas qu'on attende une quelconque volonté politique qui risquerait de ne pas arriver, parce que je vous le dis, beaucoup de ceux qui sont nos dirigeants ont la main mise dans les importations. Donc, il faut bousculer cet esprit, il faut bousculer cette habitude qui fait à ce que nous ne puissions pas avancer véritablement. Donc, moi, je le dis, c'est une proposition. Pour une thématique comme celle-ci, on devrait vraiment percer l'abcès et vider cet abcès pendant un bon nombre de temps pour que tous les experts soient là et que tout le monde puisse s'exprimer et avoir de bonnes propositions. Vous pouvez le faire, je suis sûr que si vous faites déjà ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous pouvez faire plus. Alors, à mon nom propre, au nom de Zion Kick-Up Startups, nous tenons à vous remercier pour d'avoir accepté cette invitation. Comme vous l'avez si bien dit, en 1 heure, on ne peut pas tout aborder en fait. Donc pour nous, c'est l'occasion principalement de, c'est une entrée en matière pour aborder le sujet. Et puis après, ensemble, on va trouver le moyen de voir comment donc étoffer ce genre de discussion. Peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, je sais pas, on sera à Lomé, à Abidjan, ou bien à Ouagadougou, ou bien à Douala. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là chez Zion Kick-Up Startups pour mettre en relation, pour susciter des réflexions, des débats et attirer donc les bonnes personnes, les bonnes, les experts qu'il faut pour être en train de discuter des vraies questions. Donc, vraiment, une fois de plus, merci à chacun de vous pour votre participation. Et vraiment, merci et à bientôt, j'ai envie de dire. Merci à vous. À bientôt. To be the first one. This is the place to be. To see clear. To be on the right path. To foresee future needs. To innovate. To be on the move, always. To feel the entrepreneurial spirit.
everything becomes possible. Be leader always. Look for excellence. Build, move forward. Never stop. To love new challenges. To move around. New meetings, new people. To seize real opportunities. To be aware of potential. To keep on building. To thrive. To invest here. To make the right choices. To do everything to succeed. To invest in democracy. I've got new chapters to write. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Le pitch du jour. À vos marques. Prêt? Pitcher. Merci. Alors, bonjour à tous. Attendez, j'ai un message. Je vous présente la Berre Ferme Bio, qui est une ferme de culture agrologique et biologique qui a été créée l'année dernière en 2021. C'est une ferme qui a comme vocation d'être un vecteur de développement environnemental durable, économique, social, sanitaire et puis participer au tourisme rural au Bénin. Je l'ai créé avec ma compagne en 2021 suite à un voyage qu'on avait fait en 2019 au Bénin où on s'était rendu compte qu'il y avait possibilité de créer de l'emploi, d'utiliser et de valoriser les terres du Bénin dans un projet agricole sain dont l'idée est de respecter l'environnement, l'être humain. Donc, ça a été créé aux environs de la ville de Ouidah, au Bénin. Nous, on a commencé en faisant l'acquisition d'un terrain de 8000 m² sur lesquels on a débuté quelques infrastructures. Donc, on a créé un forage, ce qui nous donne comme avantage d'avoir accès à l'eau de manière illimitée sur le terrain parce que le forage est alimenté par des panneaux solaires. On a également créé des logements pour des employés. Et puis, voilà, après, on arrive à notre projet qui est un projet végétal et agricole. On a créé une infrastructure pour des poules. Donc, notre projet agricole, comme je vous disais, il y a une partie animale, une partie végétale. La partie animale, on élève en ce moment des poulets de chair et des poules pondeuses, dont les déchets sont réutilisés en production végétale. Et puis ainsi de suite, les déchets végétaux sont réutilisés enfin même la partie végétale est utilisée pour nourrir les animaux en partie. Et puis donc, voilà, au niveau des poules pondeuses, des poulets de chair Goliath, c'est des poulets locaux. Au niveau végétal, on valorise plutôt les produits locaux, donc des légumes locaux, des papayes, des mangues, des fruits. On est aussi axé sur le moringa. L'idée, ce serait de pouvoir transformer le moringa sur place, de pouvoir encore créer de l'emploi. Le moringa, c'est une plante vraiment intéressante à ce niveau-là. Elle a énormément de vertus.
Et ça peut aider donc les populations locales qui sont intéressées par ces vertus, et puis la communauté de personnes un peu plus aisées qui est intéressée par le produit biologique. On a quelques projets à court terme, notamment, donc c'est de développer notre unité de transformation, agrandir la ferme en faisant l'acquisition de terrain ou en négociant avec les agriculteurs locaux. On voudrait passer aussi à l'élevage de différents types de volailles, hein, du style des pintades ou des dindes, et puis des lapins. On souhaiterait aussi gagner en visibilité. Au niveau aujourd'hui de nos forces, le fait qu'on ait accès à l'eau fait que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de l'eau qui est alimentée par des panneaux solaires. On y a accès à tout moment. On peut faire de la contre-culture par rapport aux saisons sèches, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Une autre force, c'est notre agriculture qui est saine et respectueuse de l'environnement. On valorise les énergies renouvelables, donc par les panneaux solaires. Effectivement, on n'a pas d'électricité parce que on est plutôt en campagne, mais on a des panneaux solaires pour pouvoir donner de la lumière aux gens qui sont sur place. On a aussi des toilettes sèches pour que vraiment tout soit réutilisé en compost pour la production végétale. On souhaiterait aujourd'hui pouvoir s'améliorer au niveau notamment de notre professionnalisation. Voilà, on est toujours ouvert à toutes les idées qui puissent être respectueuses de l'environnement, tout en faisant fonctionner l'entreprise. Donc, la professionnalisation nous aiderait grandement. Et puis, voilà, augmenter les surfaces cultivables parce que si on peut avoir un meilleur contrôle sur tout ce qu'on peut donner, par exemple, pour la provende de nos poulets, c'est nous qui faisons pousser, on le transforme en provende, on nourrit nos poulets avec et on contrôle vraiment du début jusqu'à la fin le processus. Voilà. Merci. Question-réponse. Alors, merci beaucoup pour votre pitch. Julie et moi avons des petites questions. Nous avons compris finalement que vous étiez quand même à distance, hein. Vous étiez en Europe quand la plantation était au Bénin. Comment se fait la gestion au quotidien? Et est-ce que vous avez une problématique forte sur la gestion au quotidien à distance de vos employés? Comment ça se passe au niveau de la structure? Au niveau de la gestion, les employés sur place, ils gagnent un peu d'argent. Donc, ce qu'ils gagnent, ils le réutilisent pour les besoins de la ferme. Et puis moi, je complète au niveau de leur salaire. Donc, il y a le système de Momo aujourd'hui qui fait que j'arrive à transformer mon argent en CFA et puis l'envoyer directement quand il faut payer les salaires. Et puis du coup, depuis la Suisse, où je travaille actuellement, comme je disais tout à l'heure, je gagne mon salaire et donc quand il y a un projet ou des réparations ou des choses à faire, j'arrive à pouvoir convertir rapidement en CFA pour pouvoir m'occuper de ce qui se passe là-bas. Et donc, on est tout le temps en communication par WhatsApp entre les employés et moi pour qu'ils puissent me dire comment ça se passe au quotidien, qu'est-ce qui va pas, comment on peut améliorer les choses. D'accord. Du coup, parce qu'on a compris que vous avez quand même une partie animale et une partie plante. Du coup, comment se fait cette gestion? Parce que du coup, il faut que vous ayez une transparence par rapport à ce qui se passe. Et est-ce un choix volontaire d'avoir 2 types de cultures? Est-ce que ça complique pas la gestion au quotidien? Alors, les surfaces ne sont pas très grandes, hein, donc pour la gestion au quotidien, vraiment, c'est gérable. Ensuite, comment les 2 parties communiquent? Au niveau animal, on a les déchets animaux, les fientes de volaille qui sont utilisées pour pouvoir faire de l'engrais, du compost dans la partie végétale. Et puis, les déchets de la partie végétale sont mangés par les animaux. Donc, vraiment, il y a un échange permanent. D'accord, donc on comprend que vous avez créé une forme d'écosystème qui s'équilibre et est-ce que vous direz que ça en fait une force par rapport à votre service? Ou est-ce que la concurrence, vous avez beaucoup de concurrence sur votre domaine du coup?
domaine d'activité? Alors au niveau de la concurrence, il n'y en a pas énormément parce que, la plupart des gens, des agriculteurs sur place, utilisent, des intrants chimiques pour pouvoir, enfin, je veux dire qu'on ne joue pas du tout dans la même, catégorie. Nous, ce qu'on veut, c'est valoriser le produit bio, le produit le plus simple possible et nos concurrents, si je puis dire, sont vraiment à utiliser des intrants chimiques, pour pouvoir, améliorer leur production. Très bien, donc on comprend que l'espèce de label bio, c'est aujourd'hui ce que vous mettez en avant. Est-ce que vous avez justement de la demande par rapport à cette niche? Parce là, on est dans des écosystèmes africains. On sait que pécuniairement, ça peut être compliqué. Est-ce que vous avez trouvé un marché ou est-ce que c'est encore en développement, devenir? Vous en êtes où aujourd'hui? C'est tout à fait en cours de développement. C'est vrai que dans un premier temps, l'idée était de nourrir la population locale avec des produits sains. Mais effectivement, le produit bio, il n'a pas la même valeur que le produit qu'on trouve sur les marchés, communément sur place. Et donc, on s'est mis à chercher des personnes qui étaient intéressées plus particulièrement par le produit bio. Donc, on a d'autres acteurs locaux qui, eux, sont un peu plus implantés et travaillent avec des clients qui sont un peu plus intéressés par le produit sain et bio. Donc, c'est de manière générale avec ces acteurs locaux-là que l'on va travailler. Ensuite, effectivement, il y a toujours les locaux qui viennent demander de nos produits. On leur propose aussi le produit. Après, ça se négocie toujours un peu, mais c'est vrai que on joue sur les deux tableaux actuellement. D'accord, très bien. Donc après, en termes de suite, en 2 mots, vous voulez, expand, on va dire, votre activité. En même temps, vous avez besoin de vous professionnaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préfériez, capitaliser sur la situation du moment et puis être un peu plus fort pour développer plus tard? Ou vous pensez que vous êtes prêt pour déjà vous développer, étendre la ferme, et cetera? Alors non, je ne pense pas être prêt actuellement, hein. C'est vraiment on y va étape par étape. Donc, on a commencé petitement, il faut bien commencer par quelque chose. Aujourd'hui, il y a déjà quelque chose, il y a déjà des petits gains. Donc, une fois qu'on arrive à stabiliser tout ça et à savoir vraiment tout le fonctionnement, comment ça marche, ensuite s'agrandir et puis, au fur et à mesure, on se développera de plus en plus. Mais, voilà, l'idée, dans un premier temps, c'était déjà de commencer. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci monsieur. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Votez pour le meilleur pitch projet en vous rendant sur www.salonafriquezks.com. Les projets seront récompensés le vendredi à Lausanne. Merci d'avoir suivi cette journée. Nous vous donnons rendez-vous à 18h30 en ligne et sur inscription pour les sessions de business speed dating et de débriefing avec les acteurs de la journée. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible.